Bienvenue à tous dans ce 4e épisode de Popote, le format hors-série nutrition de course épique. Ce nom, vous l'avez compris, il est né d'une boutade, la popote, que l'on retrouve sur les bivouacs notamment. C'est surtout cette idée de passer un bon moment entre potes. Et donc avec vous, chers auditeurs, j'ai donc ce privilège que la podcastosphère française et internationale tout entière m'envie d'être aujourd'hui accompagné à table de deux popotes qui trônent au plus haut sommet de la potosphère, l'ultra-trailer Baptiste Chassagne. Salut Guillaume, salut popote Jocelyn. Salut les gars. Et donc Jocelyn qui est notre expert nutrition. Messieurs, nous n'avons pas croisé les micros depuis de longs mois. Comment allez-vous ? Comment est votre appétit ou votre soif de regoûter à notre popote ? On n'a pas croisé les micros, on a croisé le fer de nombreuses reprises ensemble. Avec 2-3 petites courses qui sont passées par là. Et moi, ça va bien et je suis hyper enthousiaste de mettre un 4e épisode à cette petite aventure qu'on mène ensemble. Ça va être cool. Joss, toi, ça va ? Ouais, tout va bien. Très content de vous retrouver, même si on a pu se croiser... Sur des zones de départ, d'arrivée, à l'UTMB. Exactement, on se croise un peu tout le temps au final. Content du coup de vous avoir revu sur la semaine de l'UTMB. Également du coup aujourd'hui au départ et à l'arrivée de la Saint-Élion. Donc voilà, heureux de pouvoir reparler de nutrition avec vous. Par moins 15 degrés. Par moins de 15 degrés. Là, c'est pas Joss qu'on a avec nous, c'est son... Monsieur Météo. Non, c'est Mr. Freeze. Mr. Freeze. C'est un Mr. Freeze avec un micro. Tout parle bleu de le nutrition. Joss. Exact. Et donc on enregistre cette émission depuis le QG Popote, c'est-à-dire l'appartement de Baptiste et de sa coloc. Exactement. Alors normalement, j'aurais dû vous recevoir dans des conditions un petit peu plus dignes que celles que je vous propose là. On est dans la chambre de mon coloc. C'est parce qu'en fait, il faut savoir qu'après la Saint-Élion, il y a une tradition qui est un brunch chez moi. Du coup, les copains sont là et en fait, on a dû leur laisser le salon pour qu'ils s'adonnent à leur deuxième passion après le trail, c'est-à-dire les tournois de FIFA. À quand un jeu PS4 de trail ? Oh, ce serait une On y bonne, pense, hein ? une bonne idée. Au menu de notre copieux épisode nutrition du jour, les grandes tendances nutrition de 2024 que nous partageons avec vous grâce à notre boule de cristal à en faire pâlir de jalousie Nostradamus, qui a d'ailleurs prêté son nom à la célèbre montée de Nostradamus de la gorge pendant l'UTMB. Je crois que ça vient de là, il me semble. On va parler aujourd'hui plus particulièrement, et pour des raisons beaucoup moins aléatoires que ce que je veux bien sembler dire, de 3 sujets plus particulièrement, les 3 tendances qu'on avait envie de partager avec vous. La popularisation de la norme de calcul de calories par heure à l'effort, c'est ça Jocelyn ? C'est ça. Là où le glucide par heure régnait en maître jusqu'ici. De l'agitation sur les sujets des protéines à l'effort aussi. Exact, ouais. Gros sujet du moment et pour l'année à venir. Et enfin de la place des compléments alimentaires dans la stratégie de nutrition. On a tout bon, Bat ? Je crois que c'est bon. Hein. Ça nous fait notre menu du jour. C'est carré. Ce sera copieux mais digeste. C'est l'idée, avec l'idée de donner à nos auditeurs la meilleure clé de compréhension de ces notions. C'est l'idée de l'épisode. On n'est pas dans de l'expertise absolue, mais voilà, de permettre à chacun de pouvoir assimiler ces notions-là et puis se les approprier pour sa propre pratique. Baptiste, comme on vient de finir la Saint-Élion, on va se parler de l'UTMB. Et donc, on va revenir sur cette course il y a 4 mois, mais que tu n'as jamais pris le temps de raconter. Je crois en tout cas eu l'occasion de raconter. Voilà, donc c'est une course, on peut le dire, qui a été extrêmement marquante et puis aboutie pour toi. Donc on sera ravis, en tout cas, moi et j'imagine Jocelyn, de t'entendre sur la façon dont s'est passée la course. Saoulé, je crois que c'est là. On l'a débriefé, rebriefé, redébriefé. On préparé celle de l'année prochaine déjà. Mais c'est pas grave, tu iras faire un tournoi de FIFA avec les autres. Ouais, j'irai pendant ce temps-là. Ouais. On va parler de cette première tendance là de 2024, dont j'ai commencé à parler en préliminaire, donc cette nouvelle norme, l'apport en calories, en tout cas je ne sais pas si elle est nouvelle, mais en tout cas elle est sous l'effet de l'actualité, de raisonner en termes de calories par heure. C'est une notion à laquelle on est confronté de plus en plus sur les emballages, de tout ce qui est nutrition. Le principe dominant jusqu'à maintenant, c'était une approche de glucides par heure. Est-ce que tu peux nous éclairer sur cette notion qui régnait jusqu'alors ? Et voilà, on l'a déjà évoqué dans le podcast, mais un peu les grands principes, les grandes règles de calcul, un peu les standards selon le type de niveau qu'on peut avoir. Ouais, alors c'est vrai que jusque-là, en endurance, on parlait beaucoup de glucides par heure. Donc l'idée des glucides par heure, c'était de calculer en fait par rapport aux aliments qu'on consomme au cours de la course, au cours de l'entraînement, le nombre de glucides qu'on ingurgitait. Et donc l'idée, c'était de trouver la fourchette idéale pour nous athlètes afin de s'alimenter et fournir un effort le plus linéaire possible et sans avoir par exemple d'hypoglycémie ou sans avoir de contre-performance. C'est vrai que depuis quelques temps, on parle beaucoup de calories par heure maintenant. Donc cette notion de calories par heure, en fait, l'idée c'est de compter aussi bien les glucides qui sont présents dans les aliments que les protéines
ou bien les lipides. Donc en fait, on va cumuler toute l'énergie qu'il y a dans l'aliment. Et donc l'idée, c'est de trouver une fourchette, un petit peu comme on pourrait le faire avec les glucides, où là, du coup, on va se trouver une fourchette pour les calories. Donc par exemple, pour les glucides, pour reprendre un petit peu, généralement pour des athlètes amateurs, on pourrait être entre 30 et 60 grammes de glucides par heure. Pour des athlètes élites, on pourrait être plutôt aux alentours des 90 grammes par heure, voire 100, voire 120 pour certains athlètes, et selon la distance, leur tolérance digestive et tout ça. Sachant qu'au-delà d'un certain seuil, en gros, ça devient contre-productif, c'est ça? Voilà, c'est ça. À partir d'un certain seuil, on a du mal à les absorber, donc généralement, ça entraîne des désordres intestinaux. Et donc, juste vis-à-vis de ça, c'est juste pas intéressant de toujours vouloir faire plus. Donc voilà, il y a quand même une limite un petit peu à l'absorption des glucides. Et donc, à contrario, maintenant, on a les calories par heure. Donc, la fourchette, elle, se situe entre 150 et 400 calories par heure. Là aussi, c'est en fonction de ses besoins et de son niveau, de son allure, en Voilà, gros, c'est ça. C'est en fonction de son allure, de ses besoins, également de la distance que l'on prépare, de ce qu'on a l'habitude de consommer à l'entraînement. Et donc, l'idée, c'est d'avoir en fait un peu un nouveau ratio qui permet de calculer les apports qu'on va avoir sur la course ou sur nos entraînements. C'est pas la même façon de compter, c'est pas la même façon d'interpréter un petit peu aussi. C'est vrai qu'on peut retrouver de plus en plus quand même les calories. Ce sont un peu deux méthodes de faire. Je sais pas s'il y en a une qui est meilleure que l'autre, mais en tout cas, c'est les deux principales qu'on retrouve en ce moment. Pour illustrer peut-être sur la partie glucides, je ne sais pas si à quel point c'est faisable aussi sur les calories. Quand on dit 30 à 60 grammes, ouais. C'est... voilà. Alors ouais, pour un équivalent, c'est vrai que généralement maintenant on retrouve beaucoup utilisent les boissons de l'effort. Donc très généralement ce sont des boissons isotoniques qui contiennent environ 30 grammes de glucides pour 500 millilitres de boisson. Rien qu'avec une flasque par heure, on est déjà à environ 30 grammes de glucides. Et ensuite, si on ajoute à ça une barre ou un gel ou une compote, on est généralement autour des 20 à 25 grammes de glucides. Donc ça nous fait rapidement arriver vers les 50 grammes. 50 à 60 grammes, ça va dépendre un petit peu de ce qu'on vise et également des produits qu'on utilise. Pour les glucides, c'est comme ça qu'on va compter. Au final, il suffit de pas grand-chose pour arriver vite à un quota assez élevé, pour arriver aux 60 grammes par exemple. Et pour les calories, donc du coup là, il faut regarder un petit peu l'étiquette, savoir par exemple notre compote, combien de calories elle contient pour par exemple 90 grammes de produit. Et donc après, on calcule à partir de notre compote, également de notre boisson d'effort. Et l'idée, c'est de trouver un petit peu ce qui nous convient, donc entre ces 150 et ces 400 calories. Pour vous, Baptiste et Jocelyn, sur les courses, comment vous calculez? À quel point ça peut varier d'une course à l'autre, d'une stratégie à l'autre? Est-ce qu'il y a un socle qui est commun à 90% d'une course sur l'autre? La méthode, elle est assez simple. C'est que moi, je fixe une stratégie par rapport à la course. C'est-à-dire, j'ai plutôt envie d'être patient au début de course et vraiment d'appuyer à ce moment-là, ou plutôt de partir très fort et ensuite de devoir gérer en fonction de l'intensité de l'effort, enfin là où je vais mettre l'intensité et la durée de l'effort au global. Jocelyn, il va me construire un plan de glucides plutôt par heure. Pour te donner un exemple, donc là on a fait la Saint-Élion ce matin, enfin cette nuit, et j'avais l'année dernière, je voulais faire un départ assez rapide, donc on avait eu quand même pas mal de glucides au départ pour justement assumer ce départ un peu rapide. Là on est plutôt monté crescendo parce que je voulais un départ un peu plus lent, un peu plus prudent et pouvoir durcir la course au fur et à mesure. Et en fait ça se traduit en termes de grammes par glucides, on part autour de 80 et ça peut se terminer aux environs de 100 glucides par heure. Ouais, c'est vrai que pour l'instant avec Baptiste, on a plutôt l'habitude de travailler en grammes de glucides. Comme il a dit, c'est vrai qu'on a augmenté un petit peu crescendo et c'est généralement ce qu'on essaye de faire un petit peu sur la plupart des courses. L'idée étant de quand même toujours se situer au-dessus des 70 grammes de glucides par heure et pas non plus aller jusqu'à 120 grammes par heure pour éviter quand même tout risque de désordre gastro-intestinaux. Et là, par exemple, ces 70 grammes de glucides par heure, est-ce qu'ils sont composés différemment? Est-ce que les apports ils viennent d'autres choses que l'année dernière? Est-ce que ça a évolué dans la nutrition? C'est globalement pareil et toi, tu connais les choses qui marchent bien pour toi et dont tu as envie aussi, Baptiste? Ou est-ce que tu testes aussi? C'est quoi la part d'innovation que vous introduisez dans tout ça? Alors, je pense qu'on a quand même pris un peu nos habitudes au fur et à mesure qu'on a travaillé ensemble depuis maintenant plus d'1 an et demi. Donc maintenant, j'arrive quand même à peu près à savoir quand est-ce qu'il aurait peut-être
plus envie d'un gel et quand est-ce qu'on essaye de favoriser une compote, par exemple. Malgré tout, il me donne quand même les grandes lignes et ce qu'il attend, par exemple, sur des ravitaillements et l'énergie en fait qu'il lui faut aussi entre plusieurs sections. Donc moi je lui propose un plan en tout cas. Et ensuite, Baptiste valide ou non, ou me donne des corrections qu'on apportera ensemble. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à construire le plan ensemble. J'ai le sentiment, après, corrigez-moi, que la calorie, c'est presque plus facile à suivre pour calorie-heure, c'est plus facile à suivre pour un néophyte ou un béotien qui ne sait pas trop, parce que sur les emballages, effectivement, c'est plus lisible peut-être que calculer les glucides si on mélange différentes choses, des gels, des barres et autres, et boissons isotoniques. Ouais. Là où il y a certaines effectivement, marques sur lesquelles on sait très clairement ce qu'on a comme calories pour tel volume. Et finalement, la communication est peut-être plus directe sur ça. Ouais, effectivement. Et puis, je pense aussi que, je trouve que pour les athlètes élites, compter en grammes de glucides, c'est un petit peu plus intéressant, tout simplement parce que les élites vont quand même fournir un effort qui est très, très élevé, très, très intense pendant plusieurs heures. Donc par là, en fait, il va y avoir une déplétion du glycogène. Donc les glycogènes, ce sont nos réserves énergétiques qui sont très limitées. Tu as dit déplétion, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Je veux bien l'explication. En fait, au fur et à mesure de l'effort, nos stocks vont s'abaisser, vont se vider, tout simplement parce qu'on fournit un effort. Donc sachant que ce sont des athlètes qui sont à une intensité très élevée et très proche, par exemple, Baptiste du seuil 2 sur plusieurs minutes, plusieurs heures, la déplétion glycogénique en fait va se faire plus rapidement qu'un athlète qui va courir à plus basse intensité. Pour éviter en fait que ces stocks de glycogène soient vides et donc qui risquent par exemple une hypoglycémie, et nous on va axer un peu plus notre apport de glucides, viser un peu plus élevé et donc éviter tout risque de par exemple d'hypoglycémie ou bien en fait d'abaisser encore un peu plus ces réserves de glycogène qui sont souvent associées avec une forte fatigue, des sensations qui sont moins bonnes. Je trouve que pour les élites, moi c'est comme je fais, comme on fait en tout cas avec Baptiste et quelques athlètes du team, c'est comme ça, on compte en grammes de glucides par heure. Et en fait, là où il faut comparer, c'est que par exemple, Baptiste sur un UTMB qui court 20 heures, un athlète amateur va en courir peut-être le double et on ne peut pas non plus consommer par exemple 90 grammes de glucides pendant 40 heures. Ce serait quand même... ça n'aurait pas vraiment de sens. Et donc je trouve que là, compter en calories, ça permet d'apporter d'autres macronutriments. Par exemple, un peu plus de protéines, un peu plus de lipides qui généralement ne sont pas très bien tolérés quand l'intensité est très élevée, mais qui le sont un peu plus quand c'est un peu plus bas. Et donc du coup, je trouve que ça a un peu plus de sens. Ça peut avoir plus de sens de compter sous forme de calories. Donc... Vous pourriez évoluer vers ça, tu penses ? Ça pourrait être votre référentiel ? Oui, ça pourrait. Après, avec les glucides, au final, on peut quand même compter les calories. Par exemple, on sait qu'un gramme de glucides, ça équivaut à 4 calories. Donc, par exemple, quand on vise 90 grammes de glucides, on sait qu'on est à 360 calories. Donc, si on compare à la fourchette calories, on se situe entre les 150 et les 400. Donc, au final, l'un dans l'autre, ça se rejoint quand même. Mais après, c'est plutôt la distribution des macronutriments, donc protéines, lipides et glucides, qui n'est pas tout à fait la même quand on compte uniquement en glucides et quand on compte en calories. Baptiste, il a fallu combien de temps là, pour trouver la bonne formule ? C'est combien de temps d'expérimentation pour arriver à trouver les bons apports ? On a assez vite trouvé, je ne sais pas si c'est la recette miracle, mais on a assez vite trouvé nos marques avec Joss, puisque la première fois qu'on a bossé ensemble, c'était sur le Lavaredo, si je ne me trompe pas. En Lavaredo, donc en juin 2022, et on avait fait un plan nutrition qui avait plutôt vraiment bien marché. En fait, comme moi, j'avais tout à construire, au final, en écoutant des conseils de quelqu'un qui avait un savoir-faire, une expertise là-dessus, j'ai juste eu à appliquer. En fait, j'ai assez vite vu que ça fonctionnait, quoi. Donc après, il s'agissait juste de perfectionner et on continue à travailler là-dessus. C'est pour ça qu'on a par exemple intégré pour ma reco de l'UTMB un capteur de glycémie pour justement un peu voir comment mon corps réagissait à tel type de compote ou de barre ou de gel et puis adapter en fonction de l'effort. Qu'est-ce qui fait selon vous que c'est une tendance là qui émerge et qui pourrait être amenée à devenir de plus en plus courante ? Il y a une prise de conscience globale quant au fait que la nutrition, c'est un des facteurs clés de la performance.
à une échelle qu'on avait, ou du moins une prise de conscience d'une ampleur ou d'une échelle qu'on n'avait peut-être pas au préalable. Là, tu parles à la fois des élites, mais aussi pour des coureurs Ouais. ordinaires comme moi. Ben oui. Tu dis même dans toi tes sphères, en tout cas de haut niveau, tu constates aussi que ça se... Moi, je pense que la nutrition, c'est devenu un des facteurs clés, mais c'est aussi devenu un moyen de gain marginal. Tout le monde a conscience qu'aujourd'hui, la performance passe par là, coureur, expert ou plutôt plus amateur. Et ensuite, à l'intérieur de ça, il y a des petits gains à aller chercher sur des innovations pour aller chercher la microseconde, pour aller chercher la seconde ou la minute qui sépare la belle performance des grandes victoires, quoi. Ouais, ouais, je rejoins quand même ce constat. Je pense que, ouais, vraiment sur les sports d'endurance, je pense que, alors c'est peut-être dû aux réseaux sociaux également, où beaucoup communiquent là-dessus, mais je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience sur les apports à l'effort. Je pense que maintenant, ça viendrait pas à l'idée de grand monde de partir uniquement avec de l'eau et une pâte de fruits, par exemple, pour faire 80 km ou ce genre de choses, alors que peut-être qu'avant, c'était un peu plus répandu. Enfin, je pense... en tout cas, mais voilà, je pense que ouais, c'est vraiment une prise de conscience un petit peu collective, aussi bien des élites que des amateurs. Maintenant, ouais, j'ai l'impression que tout le monde compte 100 calories par heure, 100 grammes de glucides, et c'est une vraie avancée. Et c'est vrai que quand on voit les temps qui baissent quand même beaucoup sur beaucoup d'épreuves, bon, ça vient forcément pas que de là, mais peut-être que ça joue, et je pense que ça joue, ouais. Calorie heure, donc tendance durable ou disparue en 2025? Faites vos jeux. Non, je pense que ça va être durable. Beaucoup de marques jouent un petit peu aussi là-dessus. Des athlètes élites comptent comme ça. Donc c'est vrai que si des athlètes élites le font, forcément des athlètes amateurs vont également le faire. Non, je pense que ça peut être cohérent de le faire. Voilà, je pense que c'est une question d'habitude et un petit peu voilà, de connaissance de soi. Et donc pour moi, ça va perdurer et ce ne sera pas forcément en opposition, en tout cas avec les grammes de glucides. Même chose pour toi, Bat. Même Ouais, lecture. même chose, là sur ce genre de débat, je rejoins, je dis comme Joss. Est-ce qu'on clôt ce premier chapitre des calories, cette première tendance? À fond. On s'est tout dit. On passe sur la protéine à l'effort. C'est un sujet qui est aujourd'hui pas mal porté par les marques et puis qui est aussi questionné par les études. Pourquoi est-ce que c'est un sujet aujourd'hui? Et puis quelles questions, quels enjeux ça peut soulever, cette notion de protéine à l'effort? Ouais, c'est un vrai sujet. C'est le vrai sujet du moment. Je pense que c'est d'autant grâce un petit peu aux protéines qu'on compte en calories par heure, parce que maintenant beaucoup d'aliments contiennent des protéines, ce qui fait que le total calorique en fait, par exemple de notre boisson, de notre gel va augmenter, ce qui rend en fait l'aliment plus dense en calories. Je vais pas dire que c'est un peu controversé, mais ouais, le consensus scientifique n'est pas hyper clair voilà, sur là-dessus, sur l'intérêt ou pas des protéines. En fait, l'idée des protéines à l'effort, ça va être, en gros, au cours d'un effort d'endurance, il va y avoir une lyse musculaire. On va dégrader en fait des protéines musculaires pour, par exemple, créer de l'énergie. Et donc, l'idée d'amener des protéines, c'est que les protéines amenées par l'aliment vont permettre de prendre le rôle en fait des protéines musculaires et de ne pas dégrader le muscle. Donc, engendrer moins de fatigue. L'idée globale, c'est ça, c'est de se dire que nos protéines vont permettre de retarder en fait l'apparition de la fatigue un petit peu. Donc du coup, en fait, les protéines, elles ont vraiment, elles auraient un rôle d'épargne un petit peu des réserves de glycogène, donc intéressante pour maintenir un effort prolongé et donc augmenter la performance sur des fins de course. Donc plus de protéines, ça veut dire taper moins vite dans les stocks de glycogène, c'est ça? Ce serait ça, ouais. Je dis ce serait parce que pour l'instant, le mécanisme, il n'est pas encore très très bien compris. On a quand même un peu de mal à savoir vraiment l'intérêt un petit peu des protéines à l'effort. C'est vrai que certaines études montrent que sur des courses d'endurance ou d'ultra-endurance, on peut retrouver jusqu'à 10% de la dépense énergétique qui est obtenue avec des protéines. Donc ça fait quand même une dépense qui est non négligeable. On a un peu du mal en fait à savoir parce que d'autres études montrent que si on apporte des glucides de manière optimale, donc par exemple pour un athlète élite, les 90 grammes de glucides, ça permettrait d'éviter en fait qu'on dégrade le muscle pour créer de l'énergie. Donc par exemple, on passerait plus du 10% à du peut-être 2-3%, et donc c'est vrai que l'apparition de la fatigue, c'est plus du tout la même, et le rôle d'épargne viendrait plutôt du rôle des glucides
plutôt que des protéines en fait. C'est c'est un petit peu contradictoire. Donc c'est vraiment difficile de savoir. De la même façon, les recommandations ne sont pas toujours très claires. On nous dit d'éventuellement manger des protéines, mais les quantités, les timings ne sont pas toujours clairs. Parfois, on voit entre 20 et 30 grammes toutes les 2 à 3 heures. Parfois, 5 à 10 grammes toutes les heures. C'est vrai qu'au niveau de la répartition, c'est pas toujours évident de savoir comment la mettre en place. Et c'est vrai qu'en plus, quand on sait que généralement les protéines, elles sont associées très souvent à des problèmes gastro-intestinaux, quand on se dit l'un dans l'autre que on ne sait pas trop l'effet que ça a réellement sur la performance d'endurance, est-ce qu'il faut prendre le risque d'apporter des protéines toutes les heures et risquer en fait peut-être des éventuels problèmes? Moi, en tout cas, j'ai du mal à répondre à cette question. Donc voilà. Nous, avec Baptiste, en tout cas, l'habitude, ce qu'on a fait pour l'UTMB, qui était son premier 100 miles, on a apporté des protéines en fait sur les ravitaillements. Donc on était plutôt sur les 2 à 3 heures et une quantité de protéines qui devait plutôt être aux alentours des 15 grammes, à peu près 10-15 grammes. On a fait ce choix. Moi, c'est vrai que j'aurais un peu du mal à me positionner réellement sur le sujet qui est assez complexe et dont on a encore un peu de mal à tout comprendre. Donc, ouais. En tout cas, c'est pour ça, je pense que les protéines font un petit peu débat et en même temps, elles sont de plus en plus présentes dans la nutrition sportive. Donc, c'est un... Ouais. Est-ce que ça pourrait devenir un choix exclusif de fonctionner? En tout cas, est-ce que ça peut aller jusqu'à quelque chose d'aussi radical que de se concentrer que sur les protéines en premier lieu? Je ne pense pas que ça se concentrera toujours uniquement sur les protéines. C'est vrai que l'apport de glucides à l'effort, il est tout le temps corrélé avec des meilleures performances. Ça, c'est vraiment établi et il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc, la plupart des produits, en fait, contiennent des glucides et également des protéines. C'est les deux qui sont couplés. Donc, je pense que personne ne consommera uniquement que des protéines. Mais malgré tout, oui, il y en a qui pourraient... Enfin, je pense qu'il y a certains athlètes qui peuvent tourner à peut-être 20 grammes de protéines par heure. Et donc, là, est-ce qu'il y a un intérêt, par exemple, d'augmenter autant les protéines au détriment des glucides? C'est là où, en fait, on a un peu du mal à savoir jusqu'où on peut aller, en fait. Baptiste, à quel point, toi, c'est facile d'identifier les curseurs comme ça que vous faites évoluer? À quel point tu peux être capable d'attribuer un facteur de succès, de dégradation ou d'amélioration sur ces items-là? Est-ce que tu te connais suffisamment au global pour voir tous ces petits éléments de détail peuvent avoir un impact, ou le gain marginal dont tu parlais? Est-ce que c'est facile pour toi d'identifier quelle en est la cause? Non, c'est pas facile, surtout que je vous ai déjà raconté un peu mon parcours. Moi, j'ai jamais été programmé pour être athlète de haut niveau, donc je pars quand même avec des carences en termes de connaissances. Et du coup, en fait, j'essaye sans dire que je me documente ou que... Enfin si, je me documente, je lis un petit peu des choses, mais c'est surtout, en fait, j'en discute vachement avec Joss et puis j'apprends, en fait, et j'apprends un peu de manière itérative, j'essaye, Enfin voilà, on essaye, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et on progresse un petit peu comme ça en faisant. Je pars de loin et j'ai encore pas mal de chemin à parcourir, et c'est pour ça, en fait, que du coup, je préfère décharger ou donner cette compétence à quelqu'un qui l'a et en fait m'appuyer sur cette compétence-là dans le cadre d'un écosystème de performance. Mais toi, en termes de ressenti, est-ce que tu peux tout de suite identifier que ça a changé quelque chose dans un sens ou dans l'autre? Est-ce que tu es capable d'attribuer? Oui, franchement, oui. Une course pour moi, une course réussie d'un point de vue nutritionnel, c'est une course où, comme disait Joss, tu as eu une énergie qui était adaptée, qui était lissée et qui était adaptée à ta stratégie de course. C'est-à-dire quand tu étais patient, quand tu voulais être patient, tu avais ce qu'il fallait pour te sentir bien. Et au moment où tu as voulu un peu accélérer, tu avais ce qu'il te fallait dans le moteur pour mettre le petit coup d'accélérateur. Donc c'est un peu comme ça que j'analyse une course réussie. Et c'est à partir de là, quand on a une course réussie, on se dit ok, qu'est-ce qu'on a mis en place sur cette course-là pour que ça fonctionne? Et donc en fait là, on l'intègre à la routine et on peut dire que c'est validé. Donc ouais, on est sur des paramètres très rationnels en fait, en tout cas pour attribuer un succès à des critères très objectifs. C'est vrai que c'est difficilement, dans tous les cas, dans le non-cadre en fait d'une analyse scientifique, c'est très difficile de savoir en fait quel est l'impact par exemple de l'intégration des protéines sur un UTMB.
certes, il a eu des très bonnes sensations pendant très longtemps, mais est-ce que apporter plus, ça aurait permis d'être encore mieux? Ça, c'est hyper subjectif et c'est très difficile à savoir. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que après les ravitaux, il n'y a pas eu de désordre gastrique. C'est que globalement, la stratégie s'est quand même plutôt bien passée, même s'il y a eu un ou deux couacs, je pense que Baptiste pourra en parler. Mais globalement, je pense que c'est plutôt ça qu'il faut regarder. C'est un petit peu au niveau de l'énergie, comment il s'est senti tout au long de l'effort, et surtout s'il n'a pas eu de problèmes intestinaux. Je pense que la performance, elle réside aussi là-dessus au niveau du confort, et je pense que par rapport à ça, on a été pas trop mal quand même. Est-ce que ça complique, toi, ton travail, d'avoir comme dans ce cas précis, des études scientifiques qui disent un peu tout et son contraire? Est-ce que ça te met dans une position qui est compliquée pour pouvoir prendre des décisions les plus éclairées possibles? Ouais, alors c'est ça qui est bien aussi dans le métier de diététicien nutritionniste, c'est que il faut rester à la page, il faut voir ce qui se fait, les nouvelles scientifiques, se mettre toujours à jour, et ensuite c'est tester et voir un petit peu réellement sur le terrain comment ça se traduit, et si c'est viable pour un coureur. Et donc voilà, c'est challengeant en fait d'essayer de le mettre en place, par exemple avec un Baptiste ou d'autres athlètes. Donc c'est compliqué, oui et non au final. Donc voilà, faut... Toi, tu te documentes où pour trouver tes nouvelles sources d'inspiration un peu liées aux innovations, tu vois, d'un point de vue nutritionnel? Tu regardes ce qui se fait de mieux dans le vélo, ou t'as des blogs particuliers? C'est vrai que déjà rien que le fait d'être dans le vélo, je vois pas mal de choses passer, mais après c'est beaucoup de PubMed, Google Scholar qui sont en fait des moteurs de recherche qui permettent d'avoir en ayant quelques mots-clés, d'avoir toutes les dernières études scientifiques qui sont sorties, connaître la date, de voir la méthode. Donc par exemple en ultra trail, il y a quand même pour l'instant assez peu d'études scientifiques qui évaluent par exemple l'intérêt des protéines, sur 100 km comment on réagit. Donc, l'idée en fait c'est en tout cas de rester à la page avec ces études scientifiques. Donc c'est beaucoup de Google Scholar et PubMed, et puis ensuite c'est là-dessus que tu génères le plan de Baptiste. D'ailleurs tu dis généralement un plan pour Baptiste Chassagne. Ouais, c'est ça, ChatGPT. avec un peu de ChatGPT normalement tout aurait joué. Moi je pensais qu'il bossait sur Minitel, à l'ancienne, mais non, je suis en avance. Okay. Quand on voit la tête de nos connexions en distanciel quand on se parle, ça me ferait peur. Mais c'est vrai qu'après sur les réseaux sociaux, on peut trouver des excellentes sources de documentation. Donc il y a quelques comptes que je trouve intéressants de suivre, qui sont souvent liés au vélo, mais qui également sont liés un peu à tous les sports d'endurance. Et c'est vrai que par exemple Twitter, si on suit les bons comptes, les bonnes personnes, c'est hyper intéressant, puisqu'il y a énormément de nutritionnistes, d'entraîneurs qui partagent un petit peu leur expérience. Il y a un peu de tout, je pense qu'il faut Attention, essayer. il va nous faire la pub du sien là. Jocelyn Guillaume point jet. Avec le code GES, moins 30% sur ton premier rendez-vous, ton moins premier 70, moins 70. Ah ouais, non, c'est fini le Black Friday, la semaine dernière. Pour Noël. Non, mais voilà, je pense que il y a certains comptes qui publient un peu plus que le mien d'ailleurs, qui sont un peu plus réactifs. Tu vas sur le compte de Joss, il faut mettre le masque là pour la poussière. Ouais, faut un peu donner un coup de balai, je pense. Un petit coup de polish. Ouais. mais voilà, non, il y a certains comptes qui sont très intéressants, et ça permet également de parfois d'avoir un petit peu les études qui sont résumées et qui permettent d'aller un peu plus vite à l'essentiel. T'en as un que tu peux donner comme ça? Alors, il y a Asker Jokendrop, MySport Science. Comment ça s'écrit le premier pour nos auditeurs? Asker, c'est A-S-K-E-R, et Jokendrop, c'est J-E-U-K-E. Et faudrait consonne, voyelle. Ok, on mettra ça dans la description. Je savais pas que c'était danois ton truc, c'est pour ça que j'avais pas compris. C'est pas évident, ouais. Mais on pourra peut-être le mettre, mais je le mettrai dans la description de l'épisode. Ouais, et puis il y a aussi Glut for Science, qui est un excellent site, je trouve, où en fait ce qui est intéressant, c'est que c'est beaucoup d'études qui sont analysées et qui sont résumées et qui sont accessibles en fait pour par exemple même des personnes qui n'ont pas forcément énormément de notions scientifiques, et ça je trouve que c'est très intéressant. Ouais. Donc pour conclure ce sous-chapitre, tendance durable ou disparu en 2025, ce sujet des protéines?
Non, je pense que c'est un peu dans la lignée des calories. Je pense que ça va s'inscrire dans le temps et peut-être que ça va peut-être même prendre de plus en plus d'importance. Si ça se trouve, avec des études scientifiques un peu plus récentes, on va avoir un consensus un petit peu plus clair, on va avoir plus de données, donc des quantités, des timings qui sont un peu plus clairs et qu'on pourra mieux utiliser. Donc peut-être qu'au contraire, ça va plus s'inscrire encore pour 2025. On verra. Troisième chapitre, messieurs, troisième tendance, les compléments alimentaires. De quoi on parle quand on se dit compléments alimentaires? C'est une bonne question. Complément alimentaire, c'est tout ce qui ne vient pas, j'ai envie de dire, directement de la nutrition un petit peu de tous les jours, des aliments. Ça peut aller en fait de la boisson d'effort, qu'on pourrait considérer comme complément alimentaire, au BCAA, à la caféine, à en fait un peu... BCAA, si tu veux expliquer en 2 mots. BCAA, donc ce sont des acides aminés branchés, pour la traduction. C'est des acides aminés qui vont dans des endroits vraiment cool, ouais. Et en fait, ce sont 3 acides aminés, donc la leucine, l'isoleucine et la valide, qu'on retrouve beaucoup dans les sports d'endurance et d'ultra-endurance, qui sont assez répandus, d'ailleurs même en musculation, il me semble. Ça va aussi du multivitamine à la vitamine D, aux oméga 3, enfin vraiment ça regroupe un petit peu voilà, tout l'ensemble. Pourquoi c'est un sujet là, particulièrement en ce moment? On en retrouve de plus en plus, je pense que de plus en plus de monde en utilise. On a tendance d'ailleurs à souvent se complémenter un peu vite. Dans ce cas-là, c'est vrai que demander conseil à un professionnel de santé, c'est quand même ce qu'il y a de mieux à faire avant de se complémenter, de s'auto-complémenter, donc de le faire spontanément. C'est vrai qu'on retrouve encore une fois, je pense, beaucoup sur les réseaux, beaucoup de marques naissent via tous ces compléments alimentaires. Donc, une utilisation, je pense, qui est vraiment accrue en tout cas. On va se parler là aujourd'hui de 4 grandes familles, qui sont électrolytes, caféine, BCAA et bicarbonate. C'est les plus courantes, c'est ça, aujourd'hui? Est-ce que, je crois. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les apports et les bénéfices de chacun, et en quoi ils sont dispensables ou indispensables peut-être? Ouais. Alors. Oh, il a préparé des fiches, Bristol. T'as peur. 2.0. T'as peur. Non, il a ses antisèches. au cas où. Non, alors on retrouve les électrolytes, je pense que ce sont les principaux qu'on retrouve. Pour les définir, les électrolytes, ce sont les minéraux ou les vitamines qu'on va retrouver par exemple dans les boissons d'effort. Ils sont beaucoup utilisés parce qu'on les retrouve un petit peu dans tous les produits de l'effort. On peut les retrouver également par exemple dans des eaux minérales où on retrouve par exemple du calcium, du magnésium, du potassium, enfin tout un ensemble de minéraux. Ces minéraux, en fait, ils ont un rôle multiple. Par exemple, ils permettent le bon fonctionnement du métabolisme à l'effort. Ils permettent également une meilleure absorption de l'eau. En gros, ils sont cruciaux et n'apportent pas de calories. Donc, à contrario des macronutriments, eux sont acaloriques. Généralement, on les retrouve aussi sous forme de petites pastilles de plus en plus et sont assez courants. En ce qui concerne leur utilisation, je pense qu'ils sont très utiles pour les sports d'endurance et d'ultra-endurance, surtout quand il fait très chaud, dans des conditions climatiques qui sont un petit peu chaudes en fait, où on va perdre beaucoup de minéraux via la sueur. L'idée, ça va être de pallier et de remplacer un petit peu ces pertes avec une boisson de l'effort, avec des gels, avec des barres. Et donc, c'est là où ils interviennent. Moi, là où je mets un petit bémol, c'est qu'ils sont très utiles. Je pense que là-dessus, il n'y a aucun doute. Mais ce sont souvent les pastilles qui sont très fortement dosées et qui en plus n'apportent pas de calories. C'est vrai que quand on fait une stratégie alimentaire de nutrition, par exemple course, on apporte certes des minéraux, mais par contre on n'apporte pas de glucides et ça peut être par exemple un risque d'hypoglycémie parce que tout simplement on n'a pas d'énergie qui est apportée via ces boissons. Donc attention quand même à la prise de ces compléments seuls un petit peu, j'ai envie de dire. Ces compléments-là, ça s'intègre que dans des contextes de course ou d'entraînement, ou ça peut trouver sa place dans du quotidien? Ça peut trouver sa place dans du quotidien, je pense. Par exemple, en fait, ce sont des minéraux qu'on retrouve déjà naturellement dans l'alimentation. En fait, le potassium, le calcium, le magnésium, on les retrouve naturellement dans toutes les grandes familles d'aliments. On les retrouve également beaucoup dans les eaux minérales. Donc, ça n'a pas de sens d'aller en chercher plus autrement? Pas tout le temps. Alors je pense que quand on est sur des grands blocs, qu'on est exposé fortement à la chaleur, qu'on est un peu en difficulté en fait, je pense qu'il y a un vrai intérêt à en consommer pendant et aussi ça peut l'être après l'entraînement.
Après, de manière générale, bon, je suis pas sûr que la complémentation soit vraiment utile. C'est vrai que par exemple, maintenant dans les boissons d'effort, on retrouve des minéraux qui permettent de pallier les pertes. Donc voilà, complémenter ensuite, je suis pas, enfin dans des conditions un petit peu particulières, quoi. Il y a aussi donc la caféine, Jocelyn, avec cette idée contre-intuitive de dire que c'est l'idéal, c'est pas de l'amener par le café, parce qu'on a du mal à le doser, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est un moyen de le faire, donc pourquoi pas, ça dépend un petit peu voilà, de nos préférences, de nos habitudes. C'est vrai qu'un athlète qui a toujours l'habitude de prendre un café le matin d'une course, je vois, il n'y aurait pas d'intérêt à lui enlever. Ce qui est un petit peu plus compliqué avec le café, voilà, c'est qu'on ne contrôle pas vraiment le dosage, donc par rapport à ça, pour suivre les recommandations, c'est un petit peu plus compliqué. C'est vrai que la caféine, maintenant, on la retrouve dans la plupart des produits de l'effort. Et l'intérêt, en fait, de la prise via ces produits alimentaires, c'est que on connaît vraiment la quantité par produit. Donc, on arrive un peu plus facilement aux recommandations. Donc, il y a une fourchette qui est assez grande, mais qui se situe entre 2 à 6 mg par kilogramme de poids de corps. Donc voilà, je pense que... Sortez vos calculettes. ouais, sortez vos calculettes. On pourrait faire le calcul. Par exemple, pour un athlète de 70 kg, ça ferait entre 140 mg et... T'avais dit combien entre 2 et combien? J'ai dit pour combien 70 kg et Entre 420 mg. Il faut savoir qu'on enregistre le dimanche, du coup, la calculette Là, interne de Joss, elle est... Elle marche pas. Elle est pas puissante. Elle est HS. Elle a pris son Elle est week-end. non fonctionnelle. Ouais, du coup, ça fait quand même... par exemple, pour la plupart des produits qui contiennent de la caféine, on se situe entre 20 et 100 mg au maximum. Et un café, c'est quoi moyen? Un café, ça va dépendre de quel Ouais. café, mais généralement, un café, on est aux alentours des 40 mg de Ah, caféine. quand même. Oui, quand même. Hein. Oui, si. Ok. D'où l'effet un petit peu boostant et de la non-fatigue qu'on a l'impression de plus avoir. Ok. Est-ce que Mais c'est un après- effet durable? C'est la question que je me pose sur la caféine. Est-ce que c'est vraiment une espèce de shoot qui te booste et qui disparaît aussi vite qu'il est arrivé? Ou est-ce qu'il y a besoin de nourrir, en tout cas d'alimenter régulièrement au café pour avoir cet effet boost? Ou est-ce que finalement c'est un effet relativement durable? En fait, sur les performances, en tout cas, c'est un effet relativement durable. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le temps d'absorption de la caféine, selon les personnes, peut être de 30 minutes à 1 heure. Donc, entre le moment où on l'absorbe et le moment où on va bénéficier de son intérêt, il peut y avoir un petit décalage. Donc, par exemple, c'est vrai que sur un plan de nutrition comme une Saint-Élion, comme un UTMB, faut prévoir un petit peu le timing quand même quand on veut l'utiliser. Déjà, ça, faut le savoir. Et puis ensuite, le temps d'élimination de la caféine est quand même très long et en fait, on bénéficie de son effet pendant plusieurs heures. Donc, généralement, c'est vrai que l'effet boostant, on le ressent assez rapidement et on a l'impression qu'il s'atténue un petit peu. Mais en tout cas, sur les performances, ce qu'on sait, c'est que ça dure plusieurs heures en tout cas. Donc voilà, on a également une meilleure lipolyse, donc une meilleure utilisation des graisses à l'effort. Pour moi, c'est un des compléments qui est très utile. Donc après, encore une fois, demandez quand même conseil à un diététicien si besoin pour savoir un petit peu comment timer et quand le prendre, les doses optimales et tout ça. Mais je pense que pour en tout cas des athlètes élites, c'est très utile et d'ailleurs même pour des amateurs. L'effet des BCAA, est-ce qu'on a une idée de ce que ça peut produire? Est-ce qu'il y a des contre-indications à en prendre par ailleurs? Ouais, alors les BCA, c'est... comment dire Non, en fait... Bullshit. On pourrait, mais non, c'est vrai que l'utilisation, on a du mal à vraiment comprendre. Un petit peu comme les protéines, mais en encore un peu plus pire, si je peux dire. Les données sont assez hétérogènes vis-à-vis des BCAA. Les bénéfices, en fait, via les données scientifiques, semblent nuls. L'effet serait un peu comme les protéines, donc préserver la masse musculaire, donc retarder un petit peu l'apparition de fatigue, également sur la fatigue du nerveux central. Enfin, beaucoup d'intérêts, mais qui ne sont pas forcément retranscrits sur les données. Donc,
Bah, pour moi, je vois vraiment pas l'intérêt en tout cas de prendre des BCAA seuls. C'est vrai que dans les protéines animales, dans la plupart des sources de protéines, on retrouve naturellement des BCAA. Donc l'intérêt des BCAA quand on prend déjà des protéines, il est déjà moindre. Et compléter des BCAA tout seul, bah, pour l'instant, on on n'a aucune donnée qui montre qu'il y aurait un gain sur la performance. Donc bon, pour Ni moi, gain, pas de contre-indication. pas de contre-indication. C'est vrai qu'il peut y avoir un effet placebo qui peut être intéressant pour. Mais là, si t'as dit que ça sert à rien, il n'y a plus d'effet placebo là. Si tout le Ouais, là monde le sait. maintenant, pour ceux qui ont écouté, l'effet placebo, il sera un petit peu atténué. Mais non, après, voilà, je pense que faut faire des tests et voir un petit peu comment on réagit vis-à-vis des BCA. Mais d'entrée de jeu, enfin, c'est vraiment pas un complément que je conseillerais à n'importe quel athlète. Et je lui conseillerais de bien consommer plutôt ses protéines tout au long de la journée, donc sur chaque repas. Et puis déjà, s'il y a les bonnes quantités de protéines sur l'ensemble de la journée, bah, pas d'intérêt en tout cas à complémenter à BCAA. Et même, même s'il n'y avait pas assez de protéines sur la journée, bah, voilà, aussi bien sur la performance que sur la resynthèse musculaire, bon, bah, c'est très controversé. Donc pour moi, enfin, à l'heure actuelle en tout cas, peut-être que ça évoluera, hein, peut-être qu'encore une fois on aura les bonnes quantités plus tard ou pas, mais pour l'instant j'aurais du mal vraiment à le conseiller. Ouais. On ne verra jamais avec un t-shirt I love BCA, j'ai l'impression. Ouais. Dernier sujet, là, c'est les bicarbonates qui sont relativement peu utilisés, à part un fait saillant, je crois, dans le trail, qui aussi questionne pas mal dans le cyclisme. Est-ce que tu peux aussi là, nous expliquer un peu les effets que ça peut avoir et puis pourquoi c'est aussi un sujet aujourd'hui? Ouais. Ouais, alors c'est vrai que les BCA, je suis resté sur. Il est en boucle. Je suis resté. Non Attends, mais rappuie sur le bouton, c'est les Baptiste, 2 heures de nuit. il est en Reset, loop. reset. Faut pas m'en vouloir. Non, du coup pour le bicarbonate, alors c'est utilisé depuis très longtemps et c'est vrai que ça fait surtout depuis le début d'année qu'on en entend parler. Donc on en a entendu parler via notamment Morten qui a sorti, je trouve, une grosse campagne en fait sur leur hydrogel bicarbonate qui a été utilisé notamment par Kilian Jornet sur l'UTMB 2022. Beaucoup avaient vu un peu des photos du bol Morten et ne savaient pas trop ce que c'était. Donc du coup c'était bien du bicarbonate. Donc Morten a bien poussé le truc en début d'année. C'est vrai que dans le cyclisme, la Jumbo a annoncé en fait qu'il prenait du bicarbonate. Voilà, donc ça a un peu fait débat en fait, savoir si c'était un complément alimentaire, peut-être du dopage ou pas. Donc voilà, c'est un complément alimentaire qui est utilisé par énormément d'athlètes, par beaucoup d'athlètes, que ce soit d'endurance ou bien sur des distances plus courtes. Sur le dopage, là, il y a un statut final justement sur ça? Ou est-ce que c'est encore... Non, c'est bien classé, c'est un complément alimentaire et il n'y a aucun risque vraiment à prendre du bicarbonate. D'ailleurs, du bicarbonate, on en retrouve sous forme de sel alimentaire dans nos supermarchés, on en retrouve dans nos eaux minérales. Si on regarde notre ceinture par exemple, ou notre Rosana, on retrouve également des ions bicarbonate. Donc là-dessus, aucun risque. Je pense qu'il y a une mauvaise pub en fait, un petit peu avec l'annonce de la Jumbo, où certains ont dit que c'était un petit peu la pilule magique, alors que ça fait des années que beaucoup d'équipes utilisent du bicarbonate et que L'effet, c'est quoi l'effet attendu? ça va avoir un effet tampon vis-à-vis de l'acidité qui va être créée à l'effort. Donc en fait, à l'effort, il va y avoir une production des ions, en fait, des petites molécules qui sont acides, et ces molécules acides en fait font apparaître, sont des facteurs de fatigue. Et l'intérêt du bicarbonate, en fait, c'est de jouer un rôle tampon, donc de capturer et d'éliminer ces ions acides, ces ions H+, les ions hydrogène. C'est vrai que sur la performance, il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'il y a des vrais gains sur la performance. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup utilisé et que du coup, ça a peut-être aussi fait un peu débat, parce que c'est vrai que certaines études montrent des gains de 3 à 4% sur des performances d'endurance. Donc c'est vraiment pas négligeable. Et voilà, donc c'est un petit peu l'ensemble du bicarbonate pour faire simple. Ouais. En tout cas, des bénéfices qui sont avérés. Ouais. Est-ce que tout ce dont on vient de parler là sur la partie complément alimentaire, c'est des choses qui sont intégrées pour toi dans ton protocole, Baptiste? Ces compléments alimentaires, ils sont pas. Non, c'est pas quelque chose que j'intègre dans mon quotidien. Moi, c'est plutôt dans l'alimentation au jour le jour. J'essaie d'avoir une alimentation diversifiée et de saison et qui soit assez raisonnée pour avoir les sources de protéines,
les fibres, les glucides, enfin voilà. C'est plus dans une nutrition un peu, comme je disais, diversifiée et complète que je trouve tous ces éléments-là, et du coup je me sens pas obligé de complémenter. Et je suis plutôt content de pas avoir à le faire. Je trouve ça plus naturel de le passer par la nourriture, quoi, du quotidien. Ouais, puis je pense qu'il faut aussi y aller étape par étape. Je pense que voilà, avec Baptiste, il y a déjà un travail de long terme qui a été entamé et vouloir mettre. Partez de loin. Pour aller Je loin. sais pas d'où. Ouais, plus tu pars de loin, plus t'arrives lancé. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que C'est je mon pense poteau de la fin. Au revoir. Drop de mic. Adieu. Non, mais c'est vrai que voilà, l'utilisation des compléments, il faut quand même y prêter attention. Par exemple, des trop grandes quantités de caféine, bah, ça entraîne très souvent des problèmes intestinaux. Pareil pour le bicarbonate, où c'est en plus assez dur d'arriver aux quantités nécessaires pour avoir de réels gains sur la performance. Certes, il peut y avoir des gains. Néanmoins, attention un petit peu aux effets secondaires, j'ai envie de dire, vis-à-vis de ces compléments. Et l'un dans l'autre, une fois qu'on prend l'ensemble et que, par exemple, on est sur un UTMB et qu'on se dit après 15 heures, on va peut-être remettre du bicarbonate alors que le système digestif de l'athlète, il est déjà malmené pendant plus de 15 heures. Bah voilà, on prend énormément de risques à éventuellement avoir des gros problèmes intestinaux et peut-être lui faire rater sa fin de course. Donc je pense qu'il faut y aller étape par étape et surtout bien tester à l'entraînement, connaître les bonnes quantités et ça c'est vrai que ça se fait pas du jour au lendemain et je pense qu'il y a aussi une progressivité dans l'utilisation un petit peu de tous ces compléments. Donc ouais, pour l'instant l'apport en glucides est calé, la caféine aussi et puis step by step. Doucement mais sûrement. Pour conclure donc sur ce sujet-là, question que j'avais déjà posée précédemment, est-ce qu'on en parlera encore en 2025 ? Oui, parce que pour moi, c'est d'actualité, ça le restera normalement pendant quelques temps en tout cas. Donc, C'est cool parce qu'on a notre épisode de l'année prochaine, de fin d'année, pour les prédictions 2025. Ouais, en fait, on reprend les conclusions. Ouais, on change juste quelques petits détails. Merci beaucoup, messieurs. On va passer à notre question pimentée, si vous êtes d'accord. Vous êtes prêts ? Je suis prêt. Attention, hein, ça va piquer. Ça va Les yeux rouges, Baptiste, il pleure les yeux déjà. rouges. J'ai une conjonctivite. Franchement, je pense que c'est le froid de la Saint-Élion. Je sais pas si toi tu l'as senti, Guillaume, mais le vent glacial là de face, moins 12, moins 13 degrés, je pense que ça m'a brûlé les yeux. Je le ressens moi, mais j'allais moins vite que toi. Donc, Ah, je pense que ouais. j'ai moins eu ça dans les yeux. On a mis le même temps, mais t'as fait 34 km de plus que moi. Ah, ok. À peu près, j'ai mis 5h40. Ah, bah oui, carrément, on est presque alignés. On va parler de tendances, mais un peu différentes. C'est le sujet de notre épisode. Moi, je vais vous parler de tendances mode, puisque le magazine Marie-Claire a fait le bilan des tendances mode de 2024. Les couleurs phares, les accessoires stars et les pièces de mode les plus tendances de la saison prochaine, je les connais. Et je vais m'assurer que vous êtes bien aussi au taquet sur le sujet. Donc, je proposais Joss, 5... c'était à la Fashion Week. J'étais mannequin à la Fashion Week. Ouais. Mannequin à la Fashion Week. Donc j'ai 5 tendances à vous proposer. Vous me dites si vraiment c'est des tendances qui vont marquer la mode 2024 et surtout si vous rêvez de voir son existence aussi dans le trail. Okay, première proposition, donc la réponse est vrai ou faux. Les chaussures plates, est-ce que c'est le gros sujet 2024 ? On est plutôt sur un sujet de mode féminine. Je sais que Joss il a les pieds plats. ça pourrait être d'actualité Est-ce que pour ça va moi, être, mais le paradis de la sandale l'année prochaine. C'est une actualité depuis... non, je pense pas moi. Ouais, non plus, je pense. Ouais, ça va être vrai, on va avoir de la chaussure plate l'été prochain. Ok. En trail, drop 0, non, on en pense quoi ? Ça va être tendance l'année Oh prochaine. là là. Baptiste, à ton tour. Moi j'ai pas trop d'avis sur le sujet. Bon. Joker. Le short transparent. Imaginez-le le en short course, transparent. en course que ça peut donner. Est-ce que c'est souhaitable entre elles, ça, le short transparent ? Ouais, spectacle. Hein. C'est engagé. Faut pas prendre trop de les courses caféine de nuit vont avant avoir parce des que bénéfices. C'est risque. trop de caféine ou trop de bicard, c'est... Est-ce qu'on va en voir beaucoup à votre avis des shorts transparents, selon Marie-Claire, l'année prochaine ? Bon, je sais pas si ce sera Peut-être sur les à la sentiers. Franchement, à voir. Hein. Je sais pas, Vous êtes pour ou contre ? Ouais, non, Pas d'avis. moi je suis plutôt contre. Ouais. Va falloir vous mouiller faux. Et toi aussi, faux. Pareil, Ouais. je rejoins Baptiste. Ce sera la jupe transparente, la tendance. Ah ouais, bon. Les micro-shorts, pareil, imaginez entre elles ce que ça peut donner. Ah oui, Homme, ça femme, va de pair avec indifféremment, le bien réchauffement sûr. climatique. Ouais. Du coup, Micro-shorts, une tendance mode 2024. Ouais.
Ouais, ça existait déjà quand même un petit peu Ah, avant. tu sais, non c'est des Enfin, cycles, ça va, ça ouais. vient, ça revient. Ouais, ça revient peut-être, ouais. Ouais, bravo messieurs. Mm. Les lunettes à verre teinté. Est-ce qu'on veut ça dans la rue? Est-ce qu'on veut ça sur les sentiers? Franchement, ça peut être drôle. Hein. Mm. Ouais. Vous dites vrai ou pas vrai? Moi, Vous je dis croyez vrai. Moi, je dis pas vrai. Bat, tu as vu juste, c'est le cas de le dire. Mais Joss répond comme moi. Je Non, pense. mais je voulais vraiment aller en contradiction. Il dit quelque chose, il dit l'inverse. À contresens, quoi. C'est ça l'esprit d'équipe. Et enfin, le short à ficelle. Là aussi, je vous laisse voir ce que ça peut donner sur les sentiers. Vraie tendance mode 2024. C'est quoi le short à ficelle? Tu vois les petites espèces de ficelles un peu western là, tu vois, enfin des trucs. Ouais, si, je pense. Petite ça frange, pourrait. je l'explique probablement mal, mais c'est ça que Non, j'imagine non, en tout non, cas. non. Non, on n'y croit pas. Non, on n'y croit pas. Pourquoi pas? Toi, tu vois, c'est ça, tu vas dire oui. C'est ça. Oui. Et ben non, ça va être les jupes à ficelle. Ouais, Joss 0 pointé. J'ai pas du tout compté, mais vous êtes donné. En tout cas, il y avait de l'envie. Et est-ce que tout ça va se matérialiser dans les rues l'année prochaine? On le fera. C'est pas le piment qu'il a pris, c'est une fesse, c'est le pauvre Joss. Merci messieurs, vous en êtes bien tirés avec cette question pimentée. On va passer maintenant, Baptiste, à ta course et à ton UTMB 2022. Plus qu'une course, on peut 2023. parler... 2023. Pourquoi 2022? Plus qu'une course, on peut parler ici d'un baptême du feu. Est-ce que tu as bien pensé à envoyer les faire-part, Baptiste, pour ce baptême-là? Ouais. Puis ça a été bien reçu. Les gens avaient répondu présent. Qu'est-ce que tu avais en tête là pour ton premier UTMB? C'est une course dont on sait combien tu tiens à elle et tu te projettes sur un jour hyper formé pour prendre la forme d'un podium idéalement. Quelle ambition on peut avoir pour un premier UTMB, sachant qu'on est monté graduellement sur les distances, enfin que tu es monté graduellement sur ces distances-là précédemment? L'UTMB, c'était un cap de carrière. Moi, ça fait 5 ans que je suis dans une démarche de performance en trail et l'idée, c'était de monter progressivement en distance pour être suffisamment solide, robuste, expérimenté, pour avoir assez de cartes dans ma main pour dealer avec ce puzzle, le problème UTMB. Et le mood avant la course, c'était vraiment de profiter. En fait, moi, je me suis... Le titre de champion de France, suivi du titre de champion du monde par équipe, a fait que dès la mi-juin, ma saison était déjà réussie et ça m'a permis de me projeter avec beaucoup de sérénité à l'UTMB et de me dire en fait c'est que du bonus et du coup je peux y aller de manière vraiment totalement détendue par rapport aux résultats. Et je pense que ça c'est une clé de performance à l'UTMB. Après ça dépend des profils d'athlètes, il y en a certainement qui sont forts quand ils sont dos au mur. Mais moi je pense que pour performer à l'UTMB, il faut que ma saison elle soit presque déjà réussie à l'avance. Il y a tellement une pression autour de cet événement que voilà, il faut, si tu arrives en ayant déjà le goût du travail bien fait, je pense que c'est plus simple d'aborder la course. Quand c'est une première là, sur ce format-là, est-ce qu'on a forcément une approche prudente ou est-ce qu'on peut être plus téméraire que ça ou pas? Il n'y a pas d'autre alternative possible quand tu fais la première fois le grand saut? Ouais, je pense qu'il n'y a pas d'autre alternative que la prudence. Ou alors, il y a peut-être Jim Wamsley, tu vois, mais il n'y en a qu'un et c'est un talent, enfin c'est un extraterrestre, mais quand tu es un homme normal, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que la prudence. T'as compris, Joss? Quand tu partiras sur l'UTMB, tranquille. Hein. Voilà, quand tu me feras aller rapido. Vous entendrez ici, vous l'aurez entendu en tout cas pour la première fois que Jocelyn vise un top 20 UTMB de horizon 2025. 2040. Non mais lui il va le faire à l'envers en fait, il va commencer par la Suisse là. Ah, le BMUT. Comment? Le BMUT. Ouais, Le MUT. Choisissez bien, choisissez MUT. La stratégie globale mise en place donc est très corrélée au plan de nutrition. On a compris à quel point la nutrition allait dicter la performance. Là, qu'est-ce que vous aviez échafaudé comme plan? Ouais, alors ce serait long de tout détailler parce que quand j'ai détaillé un PDF de 10 pages. Quand j'ai dû détailler un petit peu les 21h, 22h de course, c'était pas évident sur un même graphique. Mais non, ce qu'on a fait et ce qui a été, je pense, qui a beaucoup aidé, c'est la reconnaissance de Baptiste en août, 3 semaines avant l'UTMB. 3 semaines avant la course. Ouais. Donc c'est vrai qu'il a fait la moitié de la reco où voilà, il visait en fait à une allure course. L'idée pour moi c'était vraiment de coupler les apports qu'il allait avoir à l'UTMB sur cette reconnaissance et voir un petit peu comment il allait réagir. Et c'est à ce moment-là où on avait utilisé le capteur
de glycémie. Donc ça pourrait être d'ailleurs une tendance éventuellement 2024, je pense. On refait l'épisode. Ouais, on peut. Moi, Je pense qu'on peut le que reprendre de déjà zéro. tendance 2023. Ouais, ça y est. Parce que tu voyais déjà les On le voit plus. piqûres dans les On le bras voit plus, ouais. en 2022. Mais ouais, en tout cas, ça nous a bien aidé, ça nous a bien guidé en tout cas pour toute la première partie de l'UTMB. C'est vrai qu'après, pour moi, c'était aussi une découverte un petit peu de planifier toute une nutrition sur plus de 20 heures d'effort. C'est vrai qu'avec Baptiste, la course la plus longue, je pense que c'était peut-être le Lavaredo, non 14-15 heures. Et là, c'était un vrai défi en tout cas d'essayer de faire la meilleure nutrition sur plus de 20 heures de course. Et donc, le fait qu'il y ait eu cette première reconnaissance, ça a particulièrement aidé parce que ça nous a vraiment guidé, je pense, pour la suite de l'épreuve. Du coup, c'est difficile un petit peu de dire ce qu'on a mis en place, mais toujours dans l'idée de bien prendre en compte les grammes de glucides par heure, de prendre en compte évidemment les ravitaux, le temps qu'il y a entre chaque assistance. Et donc voilà, l'idée c'était qu'il ait une trame globale, une trame qui est quand même assez précise et qu'il puisse essayer de l'appliquer au maximum, mais que par contre il puisse quand même faire place un petit peu à la spontanéité parce qu'un UTMB, ça se passe jamais comme prévu. Il a tout résumé. Justement, pour revenir sur ce que tu dis, Jocelyn, le spectre de scénarios que tu avais envisagé, toi, Baptiste, est-ce que tu avais visualisé plein de scénarios possibles? J'imagine que c'est souvent le cas, non? C'est l'exercice, il est systématique? Non, je vais pas envisager. Avec ta préparatrice mentale, Anne, c'est pas des choses que vous... On bosse vachement là-dessus, mais l'UTMB, du coup, comme c'était vraiment une première et qu'il n'y avait pas d'autre objectif que de se dire finir, boucler la boucle une première fois, on n'avait pas envisagé d'autres scénarios qu'un départ prudent, en fait, très scientifique, basé sur de la data, en ne passant jamais au-dessus de SV1. Donc le SV1, pour ceux qui ne savent pas, c'est le seuil ventilatoire 1. Un corps humain, il a 2 seuils ventilatoires globalement, le SV1 et le SV2. Le SV1, c'est quand tu sors de ta zone d'endurance, c'est un peu la zone tempo. Et le SV2, c'est quand tu passes à un effort, ce qu'on appelle l'effort seuil. Donc là, c'est quand ça commence à devenir un peu désagréable. Et donc moi, j'avais pour consigne de ne pas dépasser le SV1. Donc je suis parti avec un cardio. Je suis resté sous SV1 globalement jusqu'à Courmayeur. Et puis après, l'idée, c'était de aviser à Courmayeur et en fonction de ça, à partir de là, improviser un petit peu. Cette place de l'amitié, elle t'a procuré quoi comme émotion sur place du triangle de l'amitié, pardon la même émotion que d'être réunis là, entre popotes, autour d'une table triangulaire justement. Non, tu veux dire au départ ou à l'arrivée? Au départ, ouais. Ouais, c'est différent de celle que tu as pu faire à Chamonix. Ouais, c'est totalement différent. J'avais l'impression d'être à Disneyland. Ouais. T'es avec toutes les restars, un peu toutes les stars un peu de la planète trail, en fait. Tous les gens que t'admires, t'es parmi eux, en fait, et ça galvanise de fou et ça te permet de mesurer aussi un petit peu le chemin accompli et déjà d'être satisfait de ce que t'as déjà fait. Donc, c'est un peu comme ça. Je me sentais vraiment chanceux. Puis là, le premier kill, c'est un délire, franchement. C'est une décharge de kiff. Et c'est très traître, parce que tu as envie d'appuyer comme un malade. Mais alors, faut pas le faire parce que tu sais qu'il y a 169 km qui restent. Mais il y a tellement de monde et tout que... Puis difficile de pas s'emballer. Ah ouais. Puis moi, faut pas trop m'allumer. Enfin, t'as pas besoin de beaucoup m'allumer pour que... T'as la mèche courte, comme on dit. Exactement, j'ai la mèche très courte. On va rentrer... Mais pas un pétard mouillé. Non, vraiment. Non, tu dynamites les courses. Ouais. C'est mieux ça. Puis après, c'est bien. Après, j'explose. On va rentrer dans ta course. Donc, Baptiste, ton début de course, il a été marqué déjà par une première montée qui a été forte en émotion, d'emblée. Ouais, tout de suite. Alors, il y a une traversée un peu de plat là, de Chamonix jusqu'aux Ouches. Donc là, j'ai plutôt bien géré. Je me sentais bien. Pas très loin avec des bons coureurs, quoi. Et là, on arrive dans cette première montée donc qui part des Ouches et qui monte jusqu'au col de Vose. Et là, j'ai fait une sorte de crise de panique un peu, comme si j'étais saisi par l'enjeu, vulnérable et dans l'incapacité de répondre à l'ampleur de la tâche, tu vois. Ça m'angoissait, comme si j'allais pas y arriver, en fait, comme si j'ai tout fait. Et pendant toute la première montée, ça m'a fait ça. Un peu vraiment pas agréable, tu vois. En plus, un cardio hyper haut, beaucoup de transpiration, le ventre un peu noué. Et dans la descente, donc je bascule toujours un peu dans cet état-là. Et là, je chute. Je fais une chute assez
Et en ce moment, je chute beaucoup d'ailleurs pendant mes courses. Parce que là, tu vois, je suis revenu de la Saint-Élion avec une bonne égratignure au genou, du haut verglas. Et bref, et là, je chute. Et en fait, je passe vraiment pas loin de la correctionnelle. Je pense qu'à 1 ou 2 centimètres, j'arrête Fin mon de l'histoire. UTMB. Ouais, j'arrête mon UTMB quelques kilomètres plus loin à Saint-Gervais. Et en fait, ça me remet dedans, ça casse mon schéma mental. Et je me dis, ok, déjà, on va aller à Saint-Gervais, on va aller au Comtat. Et puis, en fait, ça remet dans le mood. On va voir l'idée, c'est de voir la ligne d'arrivée, quoi. Le passage à Notre-Dame-de-la-Gorge, dont tu as pu voir et vivre, moi j'y étais, l'effervescence, c'est, j'imagine, un moment qui est très grisant à vivre, mais qui est aussi une porte qui s'ouvre vers une autre partie de course beaucoup plus apaisée et finalement isolée. Ouais, c'est exactement ça. C'est la porte d'entrée ou une transition entre la ferveur d'une fête extrêmement populaire et une course de montagne, en fait. Tu passes de quelque chose de très très convivial, très très festif, à boum, le silence de la nuit et de la haute montagne avec les petites... ça y est, t'es tout seul, quoi. Tu t'es dit enfin à ce moment-là? Franchement, ouais, ça m'a soulagé. Parce que même si j'adore ce côté convivial, j'avais hâte Ouais, j'ai eu l'impression de respirer, en fait. Donc, c'était un bon moment. Tu as vécu une première moitié de course là, jusqu'à Courmayeur qui s'est passé idéalement. À partir de là, du bonhomme même, je dirais. À partir du bonhomme, la descente du bonhomme, pas mal. Les chapieux, contrôle de matériel. Alors là, moi, je suis toujours vraiment super nul. Je m'en mêle et tout, je panique. Donc... Et à partir de là, en sortant des chapieux, j'étais avec un autre coureur français qui s'appelle Hugo Deck. Et je m'étais dit qu'on allait passer la nuit ensemble. Ça allait être un bon gars, sympa, avec qui on allait pouvoir faire un bout de chemin. Et en fait, je me mets à mon trot. Enfin, je me mets à mon petit rythme. Et je me rends compte qu'assez rapidement, lui, il lâche au bout de 3-4 minutes. Et bon, je maintiens le truc, je me dis, bah là, je suis pile dans les zones de cardiaque que je voulais, voire même un peu en dessous. Donc je continue, et en fait, je me rends compte que je rattrape les frontales une à une, voire 3 par 3, quoi. Je remonte les groupes, et en fait, là, j'ai un moment de flow à partir de là, du bas du col de la Seigne jusqu'à Courmayeur. Enfin, le trail, c'était facile. Vraiment, ça a vraiment été aussi facile. C'était un flow absolu, c'était trop bien. Et ça me mène jusqu'à Courmayeur. J'ai failli dire Sainte-Catherine. T'as pris un petit raccourci. Et puis bon, boum. Une autre course, un autre temps. Là, à Courmayeur, il y a un sentiment nouveau qui commence à émerger. Ouais. T'as peur que le flow s'arrête? Mais en fait, c'est ça. J'arrive à Courmayeur et je dis à Tom, donc Thomas Majanichon, le team manager du team Sidas Matrix, Tom, putain, je suis trop bien et j'ai peur parce que j'ai l'impression que c'est trop facile en fait. Et je suis tellement loin à droite sur l'échelle du kiff que j'ai peur de ce qui se passe à gauche, c'est-à-dire le côté vraiment douleur, parce que j'ai l'impression que c'est tellement loin que je sais plus faire. J'ai peur de quand ça va arriver. Et Tom, il me rassure, il me dit t'inquiète, ça va arriver, y a pas de problème. Bouge pas. Bouge pas. Et du coup, il me dit franchement, tempère encore jusqu'à Champais, ou du moins jusqu'à la Foulie, passe le Grand Col Ferret, tranquille. Et à partir de là, c'était encore vraiment bien. On avisera. Puis il avait bien vu, en fait, je me suis un peu enflammé en sortant du ravitaillement. J'ai voulu visser la montée vers Berton. C'est la seule partie que j'avais pas repérée. Je voulais pas repérer, j'aime toujours garder une part d'inconnu dans les courses. J'avais fait exprès de pas la repérer. Et elle m'a séché celle-là. Et je voulais rentrer sur le groupe de frontal qui était devant moi, parce que après j'ai appris que c'était le groupe avec Mathieu Blanchard, Thibaut Garivier, pas Ludo Pomeray, Arthur Joyeux-Bouillon, je crois. Et je me dis, putain, c'est vrai que j'aurais bien fait un petit bout de nuit avec eux, surtout que j'ai quand même pas mal couru tout seul. Et en fait, en essayant de rentrer dans ce groupe-là, je sens que j'ai l'énergie qui commence à vaciller. Et là, c'est là où je fais une première grosse erreur. Aux mondiaux, je l'avais expliqué ici même, j'avais fait une grosse hypoglycémie liée à un non-respect du plan de nutrition. Et en fait, là, du coup, pour contrebalancer ça, je prends 3 gels en 10 minutes globalement, en me disant, ouais, bah là, comme ça, je vais péter le feu après. Là, il y a Jocelyn qui se crispe. Là, T'as pas fait ça. J'ai mal à mes oreilles. Il a mal à sa science. J'ai mal au plan concocté. Tout ça pour Ton ça. PDF de 150 slides, là, franchement. Ouais, t'es dur quand même de me faire ça. Non, en fait, j'avais tellement peur que ça me refasse pareil, alors que je me sentais tellement bien que du coup, je fais ça. Et en fait, ça me détruit le bide instantanément. Du coup, j'ai des problèmes d'estomac qui vont me suivre pendant assez longtemps sur toute la traversée, là. Alors que je pense que j'avais vraiment les jambes pour rentrer sur le groupe. Tu peux plus t'alimenter jusqu'à Arnouva, c'est ça? Je peux plus m'alimenter, je m'arrête 6-7 fois, enfin, c'est un vrai chemin de croix. Et en fait, la fameuse hypoglycémie dont j'avais peur, comme je peux plus m'alimenter, elle me tombe dessus. Et là, à la sortie d'Arnouva,
au kilomètre 100, je suis tellement dans un sale état que je m'explose. En fait, j'arrive même pas à lever le pied sur une marche. Et là, je m'explose et je tombe, je me fais une grosse béquille sur une pierre devant tous les bénévoles. Je pense qu'ils ont bien rigolé. Et en fait, à partir de là, j'ai eu très mal à la jambe. Je me suis dit, en fait, je vais pas pouvoir finir, quoi, à nouveau. Et au final, la béquille s'estompe un peu. Je peux marcher, je me rends compte que je peux trottiner un peu. Et donc là, je suis avec une béquille en hypo complet. Et il me reste à faire le grand col ferré. Et en fait, ce qui va être cool, c'est que la béquille, ça va me faire oublier le mal de ventre. Et je vais pouvoir commencer à remanger. Et du coup, je vais faire le grand col ferré comme ça. C'était vraiment pas agréable. Et à partir de là, je vais me balader autour du Mont Blanc avec cette jambe de bois. J'avance un peu dans le temps. Il y a eu ensuite un petit fight d'anthologie avec Tyler Green. Exactement. En fait, expérimenté pas si vert que ça. Pardon, je fais ma vanne. Oh là 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 là. Et ça ressemble à quoi là, c'est le plus beau fight que tu as connu en course? Ouais, c'est le plus beau fight que j'ai connu parce que un gars très digne, très fair play, une bataille très noble, un mec comme lui. On n'a pas échangé beaucoup de mots, mais un mec contre lequel j'ai aimé batailler, contre lequel j'ai perdu, mais parce qu'il était plus fort. Là, juste pour donner un peu de contexte, on joue la 10e place. Quoi, en fait, c'est un peu ça le sujet. C'est ça. En fait, on arrive à Champais globalement ensemble. Enfin, à la Foulie, on est ensemble. Et à partir de là, ça va être le jeu du chat à la souris. En fait, du ça et la souris. Du ça et la souris. Le surimi et la burrata. Paf, ça fait des chocs à pic. Non, du chat et de la souris, du coup. Mais on n'a vraiment jamais couru ensemble. En fait, on était à 5 mètres devant, 5 mètres derrière. Lui était plus fort en descente, moi j'étais plus fort en montée. Et en fait, plutôt qu'on s'entraide, on sait que ça va être fratricide. Parce qu'en fait, on sait qu'on est 10 et 11. Donc on sait qu'il y en a un qui sera content et l'autre qui sera déçu. Et là, en fait, la jambe, ça va mieux. Mais c'est les pieds qui commencent à vraiment me déranger. Et là, ça va être un calvaire. Les pieds et voilà, en fait, je vais dealer avec ces problèmes de pied et en même temps ce fight qui va m'amener un peu aux limites, au bout de moi-même sur toute la fin de l'UTMB. Là, ce qui se joue dans ta tête, c'est cette 11e place dont tu veux pas et dont tu as l'impression que c'est celle qui va t'être promise. Est-ce que ça te fait un peu décrocher de ta fin de course? Tu te résignes? Alors en fait, du coup, on fait vraiment toute la fin de course ensemble. Et moi, ma stratégie, elle est très claire. Je vois que je suis plus fort en montée et que lui est plus fort en descente. Donc je sais que à partir du col des Montets, il y a globalement une montée en 2 temps à la Flégère par le nouveau parcours et ensuite une descente. Donc je me dis qu'en fait, je vais le flinguer en bas, je vais tout mettre et puis après on verra ce que j'ai d'avance pour voir si je peux tenir dans la descente. Et en fait, c'est pas du tout ce qui va se passer. En fait, avant d'arriver au col des Montets, je mange bien, je me dis je m'alimente bien et tout ça pour pouvoir faire une très belle montée, un bel effort d'1 heure, bien lissé, bien costaud. Pendant que je suis en train de manger, il passe à droite, il me double, et là, il attaque. Et je me suis dit, mais il va voler en éclats. Enfin, il a déjà fait 3 montées qu'il fait ça, et à chaque fois, je le reprends en haut. Donc je m'affole pas trop, mais là, en fait, il paraît une allure, et en fait, je comprends que je le rattraperai jamais. Et là, dans ma tête, je lâche totalement. Je me dis, mais en fait, je venais pour juste finir, je me retrouve à jouer le top 10, je me suis donné corps et âme pour avoir ce top 10, et en fait, il m'échappe à la fin, et je suis dégoûté. Du coup, je me démobilise, je lâche les armes, jusqu'à en fait qu'il y a un cadeau tombé du ciel, juste après la petite descente du Béchar ultra technique, là. Je croise quelqu'un qui me dit, ouais, il y a un mec qui est fracassé, là, il est plié en deux, et il est devant et tout. Il bouge plus, enfin il est assis et en gros globalement tu vas le doubler sous peu. Tu vois un peu ces gens sur le bord de chemin qui sont pleins d'enthousiasme mais qui donnent pas des infos très justes. Tout à l'heure, tu vois, pendant la Saint-Élion, on me dit c'est à 20 secondes. La minute d'après, je vois Thomas qui me dit que c'est à 3 minutes 30. Je me dis bon, ils ont pas la même échelle de temps. Du coup, je me méfie, mais il a l'air tellement convaincu qu'il allume quand même une lumière d'espoir. Et en fait, effectivement, 10 minutes plus tard, je vais croiser donc Scotty Hawker qui m'avait doublé dans la montée de Burton, assis en fait en hypoglycémie totale. Et en fait, là, je comprends que je rebascule dans le top 10. Et là, ça me galvanise de fou. Et t'as touché au cœur en te faisant ce cadeau-là. Au cœur. Oh, ouais, pas qu'au cœur, on s'est checké en plus. Donc, mais tu as dit, reste quand même bien allongé par terre. Ouais, non. Merci gros. Un check paternel, mais si tu bouges plus, hein, on joue à sa statue. À sa statue ou à sa statue. Non, et du coup, à partir de là, je me mets en mode
en fait, ça y est, il y a le top. Enfin, je suis récompensé un petit peu. Et ça me galvanise et je me mets en mode faut que je mette la balle au fond. Du coup, je vais être clinique. Je retrouve un peu ce mode tueur de pas faire d'erreur, tu vois, dans la dernière descente pour vraiment concrétiser ce top 10. Donc tu mets les émotions sous cloche, là tu contiens tout ça? Ouais, là, je contiens. Là, je me mets en mode vraiment ouais, sans froid, tueur, un peu, et vraiment aller mettre la balle au fond. Et je m'autorise à kiffer uniquement quand je commence à arriver à Cham. Et en fait, d'avoir retenu un peu avant. Bah, quand ça arrive, quand ça te déferle, t'ouvres les vannes, c'est ultra puissant et bon, c'est la plus belle ligne d'arrivée de toute ma vie et c'était incroyable. Quel souvenir t'en gardes là aujourd'hui? C'est encore très vif. Ça fait un peu moins de 4 mois, 3 mois. C'est magnétique, hein, c'est pas une ligne d'arrivée, c'est un aimant. Hein. Ça magnétise pas mal de choses, les rêves, les ambitions. Enfin, un peu, tu cristallises, hein, enfin, ça cristallise pas mal de choses et tu construis ta saison autour de ça. Donc ouais, c'est encore hyper chaud les émotions que je ressens par rapport à ça. Par contre, tu vois, en termes de mindset, à la sortie de l'UTMB, j'avais tellement de trucs que je pouvais améliorer. Je m'étais dit, en fait, je pense qu'avec un peu plus de chance, parce que je pense que j'ai pas eu trop eu de chance pendant. J'ai dû faire face à pas mal d'aléas pendant cette course. Je me disais que le moins de 21 heures était possible pour un premier UTMB presque. Donc j'étais en confiance en me disant c'est fait pour moi et en fait le podium il est vraiment jouable, voire même mieux un jour, tu vois. Enfin sur le podium tu me diras il y a 3 places. Mais je me disais ouais t'as le potentiel pour ça. Et en fait petit à petit là avec les mois qui passent, moi je suis pas trop. Enfin je perds vite confiance en moi et je me dis ouais en fait peut-être que. Enfin je suis pas forcément. Je me dis pas c'est de l'acquis ou ça y est j'ai un talent. Non, je me dis en fait juste un gros besogneux et j'ai un peu perdu la confiance qui était née de cette UTMB là. Donc il faut que me reprouve à nouveau, comme je te disais, pour arriver à l'UTMB en confiance. C'est un baptême pleinement réussi. Ouais, c'est un baptême pleinement. J'en suis hyper heureux parce que la première fois ça n'arrive qu'une fois et c'est cool quand ça se passe bien. Merci beaucoup Baptiste. Et donc toi Jocelyn, là, comment tu as vécu l'UTMB et l'apport que Joss a pu avoir pour toi peut-être Baptiste, toi aussi t'as donné et t'as reçu. Ouais, les deux. Hein, les deux. Grand coup de fatigue. ouais. Bah, c'était la première fois que je découvrais l'événement. Donc c'est vrai que pour une première, je découvrais un peu Cham et l'ambiance qui peut y avoir. Et c'est vrai qu'on se croit un petit peu sur le tour hein, quand on voit le départ et l'arrivée, c'est exceptionnel. Et c'est vrai que ce qu'on a vécu avec Baptiste, c'était, je pense que c'était fort. Moi, du coup, dans mon rôle sur place, c'est vrai que avant chaque ravitaillement, comme c'est Tom qui s'en occupe, moi, je me plaçais en gros à 1 km, 1,5 km avant chaque ravitaillement pour pouvoir prévenir Thomas des aléas qu'en fait Baptiste a pu rencontrer pendant le temps où on l'a pas vu. Et l'idée, c'était de pouvoir ajuster un petit peu la stratégie nutritionnelle et également préparer les éventuels changements de chaussures ou autres qui devaient être faits. Et ça permettait en fait de gagner du temps aussi bien pour Baptiste que pour Thomas ensuite pour se préparer au ravitaillement. Donc du coup, j'ai pas mal couru aussi. Un peu moins que Baptiste, mais... Faut savoir que Joss, il met sa montre et il déclenche pour avoir son activité Strava au moindre pas ou à la moindre foulée qu'il fait. Donc, si tu veux, il a enregistré une activité Strava, suivi UTMB. Les stats, c'est important. Ouais. On bricole pas avec les chiffres. Et ouais, c'est un énorme avantage, tu vois. Enfin, pour être très concret, à un moment donné, moi, je pouvais plus boire de boisson de l'effort. Et donc, je le dis à Joss. Et en fait, entre le kilomètre où je croise Joss et celui où j'arrive au ravitaillement, il a appelé Tom, il a trouvé la solution pour que Tom il puisse s'adapter et me donner toutes les clés pour continuer en passant par des barres, par du solide. Et ça, en termes de gain marginal, c'est absolument... c'est juste génial. Et je sais pas s'il y en a d'autres qui ont à disposition ce genre de setup, quoi. Ouais, je sais pas, mais c'est pas qu'il aille vendre ses services aux autres. Non, mais c'est vrai que ça permettait de bien ajuster parce que il y a le plan de base, il y a le plan initial et puis ensuite il y a la réalité de terrain et il faut savoir y faire face. Et c'est vrai que ce fonctionnement, je pense que ça nous a grandement aidé pour que Baptiste puisse essayer de sortir la meilleure copie possible. Et c'est vrai que quand on participe un petit peu comme ça et que c'est pas uniquement un plan envoyé qui suit un petit peu bêtement, j'ai envie de dire, mais même si c'est pas bêtement, mais là c'est vrai que on participe encore un petit peu plus et c'est vrai que c'est toujours agréable
bah voilà, de vivre. Enfin, c'est vrai qu'à la ligne, à la ligne d'arrivée, enfin, t'as les émotions x10 aussi, quoi. C'était fort. Merci beaucoup à tous les deux et bravo pour cette belle alchimie et ce résultat incroyable porté par Baptiste mais réalisé avec un collectif. On approche de la toute fin de l'épisode. Il y a une rubrique classique qui s'appelle le poteau de la fin. Donc voilà, une citation en lien avec l'épisode qu'on vient d'évoquer. Il garde son ordi avec Jocelyn. Là, on dégaine, sent qu'il est. Attention. Donc le principe, c'est que Baptiste gagne systématiquement le poteau de la fin. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse des poteaux de vin, peut-être. Je vais m'inventer là des poteaux auprès des auditeurs pour absolument faire en sorte que Baptiste ne gagne pas et fasse pas le grand chelem 4 sur 4. Même s'il n'y a rien de personnel, Baptiste, tu le sais. Mais un peu d'orgueil, quoi, Joss. Je suis pas sûr d'avoir le truc gagnant, moi, j'avoue. Moi non plus. Honnêtement. Allez, vas-y, Joss, t'ouvres le bal. Alors moi, du coup, mon mot de la fin, il faut dire que c'est connecté. Il faut dire que c'est connecté à l'épisode quand même. Ouais. Voilà, attends, au sujet. Idéalement, si toi, sauf si c'est non. Ah moi c'est connecté C'est au sujet de connecté. l'épisode. Ouais, pareil. Bon, pareil. nickel. Vas-y. On est tous les trois bons. Ouvre le bal. Alors Joss. moi, mon poteau de la fin, c'est le sel ne sert à rien quand c'est le sucre qui manque. Donc le sel en référence aux électrolytes et bah du coup le sucre aux glucides. C'est beau. Je pense Franchement, un que peu de je suis dans poésie. le thème Ouais. et votez pour moi. Vous aurez un deuxième code promo Black Friday. Allez, Pour j'y ne vais. pas casser du sucre sur le dos de Jocelyn. Oh, pas mal. Il est fort. Il est fort. Et je me lance. Alors moi, j'ai une première version qui est course à la calorie à moitié finie. Ou sinon, l'effet miroir, c'est déficit de calories déjà à moitié dans ton lit. Oh, Pas mal. je préfère la deuxième. Ok, Ouais, moi alors aussi, je mettrai c'est vrai que celle-là j'ai- sur les ouais, réseaux. ouais. Parfait. Donc vous avez compris pour qui vous devez voter, chers auditeurs. Votez A, B C'est- ou peut-être C. Bah, c'est- Vous avez- Par Je saurai m'en confiance. souvenir, j'ai vos noms. Non, moi j'ai un poteau de la fin. Alors il y a un petit copyright parce qu'il est pas de moi, mais il est un de mes groupes un groupe de musique préféré. C'est un groupe de rap français qui s'appelle la Scred Connexion, et il disait un truc sur les tendances. Il disait jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction. Et Punaise, je crois que je vais voter pour ça. Ça va pas. Moi. Il a encore tué le game. et J'en ai du- marre. et du coup, j'aime bien cette phrase parce que je sais pas, c'est quelque chose peut-être à ce à quoi j'aspire, de chercher un peu un chemin un peu singulier, et ça me plaît. Jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction. Votez pour le 3. Cet épisode sera diffusé, ça va être le dernier épisode de l'année. Donc là, on est en mode Noël, réveillon, cotillon, tout ça. Ça se voit pas à l'œil nu, mais en tout cas, dans nos cœurs, c'est festif. On a parlé des résolutions ce matin, Baptiste. Alors, on va peut-être ouvrir sur autre chose que je peux vous souhaiter pour 2024, à l'un et l'autre. Elle sera grande comment et pourquoi cette année? Moi, si je continue à mener des projets avec vous, je serais heureux. Il a aussi plié le game là-dessus. Là. En fait, faut pas lui laisser la parole. C'est plus simple. Non, ouais, bah, je pense que continuer de travailler un petit peu aussi bien avec Baptiste que voilà sur le podcast où on prend énormément de plaisir et également avec tous les athlètes que je peux accompagner, également tous mes projets un petit peu dans la nutrition, moi ça me va, et terminer le trail du Verbier. Ah ouais, il fait une grande annonce. On veut Voilà. un virage Pinot, Ouais, bah là, un c'est- virage Joss je en joue. haut au point Virage culminant du joue. trail de Verbier. Ouais, Il faut savoir que Joss, il aime pas le dénivelé négatif. Il a choisi le trail où je crois qu'il y en avait le plus condensé. 43 000 de D-, tu vois. mais 3000 de D+. Ouais, 3 000 de D+, c'est vrai. J'ai hâte de le voir le lendemain, le pauvre. Ouais, ouais. Bah, tu me feras l'assistance. Pourquoi pas, hein. Tu feras son plan de nutrition aussi, Bat. Ouais, carrément. À base de chocobon. Ah ouais. C'est facile de faire un autoplan de nutrition? Non, bah vraiment pas. Vu que je le travaille un petit peu avec les notions que j'ai un petit peu tout le temps à l'entraînement, c'est vrai que je me pose un petit peu moins de questions et un peu moins de réflexion sur le plan que je peux adopter en course au final. C'est vrai que c'est assez automatisé, j'ai envie de dire, où j'ai quand même les réflexes. C'est vrai qu'avec mes années de vélo, où ça aide pas mal quand même. Donc pour l'instant, j'ai fait 2-3 trails, mais plutôt courte distance, sur du 23 max. Donc après, au niveau de la stratégie, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, mais là, sur un 42, on verra. Je pense me faire un plan quand même, ouais.
Non, j'allais chambrer encore à nouveau, mais je me suis dit qu'il avait sa dose. C'est pas très esprit de Noël. Merci beaucoup les popotes, c'était comme toujours un immense plaisir. Merci Bat de nous avoir aussi ainsi ouvert les portes de ton chez-toi. Merci à ta coloc aussi de nous avoir tolérés. Et on se dit à très vite pour un nouvel épisode de Popote. Ça passe trop vite, mais c'est toujours aussi bon, non? Ouais, grave. toujours. Merci les popotes, prenez soin de vous. Merci à tout le monde, au revoir. Ciao. Et bon réveillon. Et bonne fête de fin d'année. Ouais. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.